Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bonjour à tous, nous sommes à l'Alpe d'Huez, dit l'île au soleil, une magnifique station que le monde entier nous envie. Dans quelques instants, je vais retrouver Ophélie David, qui est, vous le savez, championne du monde, multiple championne du monde en ski cross, pour nous décrire un peu cet endroit, ce lieu qu'elle a toujours eu dans son cœur. Et vous voyez 300 jours de soleil par an, eh bien, c'est ce qui se passe ici. Voilà, on retrouve Ophélie David. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Ophélie, j'allais dire chez toi, non, parce que tu es originaire d'ailleurs, Oui. mais toutes tes racines, elles sont là. Oui, c'est vrai. Je suis originaire du nord de la France, mais je suis arrivée à l'Alpe d'Huez, j'étais toute jeune. C'est l'endroit où j'ai grandi. C'est l'endroit où je me suis construite en tant que femme et championne. Et c'est l'endroit où j'ai élevé ma fille. Donc c'est vrai qu'il y a une Quel âge attache. a-t-elle ? Elle a 23 ans. Et j'imagine qu'elle est très mauvaise en ski. Oui, nul, oh là là. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est un écrin où en fait je me suis épanouie et ouais, toutes mes racines sont là. Parle-nous de cette majestuosité. Ouais. Quand on monte en haut du Signal, hein, Ouais. c'est même pas un téléphérique, c'est plutôt un Télésiège, télésiège. Et on arrive ici dans Ouais. un endroit immaculé, un rêve d'écologie. Un rêve. Alors écoute, c'est vrai que l'Alpe d'Huez a cette particularité d'être un plateau quelque part. Derrière nous, la chaîne des Grandes Rousses avec son sommet, le Pic Blanc, 3300 mètres. On a une vue extraordinaire aussi de là-haut. Et ici, on est sur le Signal avec une vue à 360. Effectivement, quand on est à l'Alpe d'Huez, on est un peu dans le ciel. On est entouré de ce bleu, de cette immensité. Et on tutoie de majestueuses montagnes qui là en plus sont super belles, enneigées. Il a neigé il n'y a pas longtemps. C'est un privilège que d'être là. 300 jours d'ensoleillement par an, ça Oui. existe dans une station de ski ? Mais oui, on est très mal habitué quand on est à l'Alpe d'Huez parce que c'est vrai qu'on a cette chance-là. On est le sud des Alpes du Nord ou le nord des Alpes du Sud. En attendant, on a vraiment un microclimat ici qui nous habitue à avoir beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité. On skie du matin jusqu'au soir sous les rayons du soleil. Des fois, c'est un petit peu compliqué quand on va ailleurs. Est-ce qu'il y a un esprit, alors esprit montagne, un esprit Alpe d'Huez ? Est-ce que c'est un endroit particulier dans les Alpes françaises ? Oui. Voilà, on dit, on est de l'Alpe d'Huez, ou on adhère Oui. à l'Alpe d'Huez, à son état d'esprit, à sa vie au fond, tout au long de l'année, puisque c'est une station, il faut le rappeler, Oui. qui fonctionne aussi en été. Moi, ce que j'aime ici, c'est que c'est un peu une terre de contraste. On fait partie des grandes stations françaises avec des kilomètres de pistes, un aménagement, des remontées mécaniques au top. Enfin, on fait partie des grosses stations. Et pour autant, on est un village. On a vraiment cette dualité entre les saisons où on accueille, comme je te le disais, la planète entière, et les intersaisons où on se retrouve entre nous, où on va aller chercher la ciboulette, ramasser les myrtilles et les champignons. Et il y a vraiment cet esprit de village communautaire, d'entraide aussi beaucoup. Et j'adore ça. Un mot sur le domaine skiable, qui a Ouais. l'air vraiment fantastique. Alors toi, tu es une spécialiste. Ouais. J'ai rappelé tout à l'heure que tu étais multiple fois championne, dont championne du monde de ski cross. Il est formidable, l'ensemble, l'écosystème qui fait un ski pour tous. On peut dévaler une pente verte, mais il y a aussi des magnifiques pistes noires. Oui. Parle-nous un peu de ça, toi qui en es la grande spécialiste. Alors tu vois, quand tu es enfant et que tu dessines une montagne, et ben quelque part tu dessines l'Alpe d'Huez parce que c'est exactement ça. Ça part tout en douceur et plus on monte et plus c'est raide. Alors tout ce qui est autour de la station, c'est un univers parfait pour les débutants. Et puis plus on va s'élever dans notre niveau de ski,
plus on va s'élever en altitude pour finalement aller tutoyer la crête là, des Grandes Rousses. Là, c'est les pistes noires. La plus fameuse, c'est la Sarenne, 16 km. C'est la plus longue piste noire d'Europe. Ophélie David qui présente l'Alpe d'Huez comme il doit l'être présenté. Voilà, une icône d'ici. Merci Cyril. Fabrice Boutet, bonjour, directeur général de SATA Group. Alors, quelle est la configuration? Sur quoi vous intervenez? Alors, on voit, tout ça, c'est du SATA Group. Hein. Ah oui, là. Alors, à l'Alpe d'Huez, par exemple, c'est quoi SATA Group? Ça représente quoi? Combien de remontées? Combien d'infrastructures? SATA Group, c'est plus de 40 remontées mécaniques à l'Alpe d'Huez. C'est 420 collaborateurs. Et c'est deux activités principalement. Les remontées mécaniques pures et dures, et puis une autre activité qu'on a développée depuis maintenant 3 ans, qui est une foncière immobilière où on investit dans de la résidence de tourisme, et même maintenant on va aller plus loin puisqu'on va investir aussi dans la partie logement pour nos saisonniers et pour nos permanents. Les téléspectateurs dans le monde sont très sensibles aux problématiques de l'environnement, de l'écologie. Quelle est la tendance aujourd'hui d'une entreprise comme ça? Comment elle peut se développer vers ces nouvelles demandes au fond des gens, du public, même des skieurs, on le voit? Alors de dire, l'avantage d'une station comme l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes ou la Grave, c'est qu'on est vraiment décarboné, sauf nos dameuses et nos pick-up l'été pour faire décarboné les travaux. Comment alors on est décarboné parce qu'on utilise de l'énergie verte, de l'électricité, venant de l'hydroélectricité et du nucléaire évidemment, donc c'est l'énergie la plus verte. Mais en même temps, il y a tout un travail maintenant que l'on va faire avec l'hydrogène sur nos dameuses. On est les premiers au monde à avoir commandé une des dameuses hydrogène pour les tester, qui vont nous permettre de dire bah voilà, on va se retirer de cette dépendance fossile, de l'énergie fossile. Et puis on travaille sur l'ensemble de nos bâtiments, nos remontées mécaniques, nos usines à neige ou aussi tous nos bâtiments qui sont en altitude avec l'hydroélectricité, le photovoltaïque, les échangeurs de chaleur. Donc on est parti dans cette révolution verte. Ah oui. Définitivement. On était parti, sauf que la crise énergétique nous impose d'accélérer. Et je pense que voilà, c'est le bon coup de pied aux fesses qui nous permet d'aller vite, très vite et beaucoup plus vite. Groupe français, comment il est vu par ses concurrents? Comment il s'inscrit dans l'international, ce groupe? Eh bien aujourd'hui, c'est le deuxième groupe français, c'est le premier groupe indépendant, si on le compare à la Compagnie des Alpes, évidemment. Et puis à l'international, grâce à Tomorrowland, mais grâce au travail naturel qui a été fait depuis de nombreuses années. Nos clients naturels sont les Anglais, les Hollandais, les Belges. Là, c'est vraiment les Anglais. Hein, vraiment, c'est vraiment notre sève au niveau de l'international. Et puis depuis Tomorrowland, on a le Brésil, on a l'Israël, on a les États-Unis, le Canada, on a la Chine. Tomorrowland a amené de nouveaux clients. Exactement. Et ils sont montés à plus de 120 nationalités, ce qui nous a permis d'avoir véritablement aujourd'hui une belle ouverture internationale. Merci Fabrice. Merci à vous. Xavier Perrier-Michon qui dirige l'ESF. Enchanté, bonjour. Enchanté, merci de nous accueillir ici à l'Alpe d'Huez. Alors ici, on peut skier si on n'est pas tout à fait très bon, on débute, et on peut skier si on est ultra bon, j'ai vu ce matin. Donc il y a un domaine skiable qui permet en fait de prendre les skieurs de toutes catégories. En effet, c'est une des particularités de l'Alpe d'Huez, c'est qu'on a un domaine qui est très ouvert, qui démarre par un secteur débutant très vaste, avec beaucoup d'espace, beaucoup de remontées mécaniques pour les apprentissages. Et plus on monte, et plus on va vers des skieurs de bon niveau, voire même de très bon niveau, voire même du hors-piste, puisqu'on a un domaine hors-piste remarquable ici à l'Alpe d'Huez, qui permet de toucher tout type de clients. Donc la sécurité enjeu majeur bien sûr, avec un encadrement en particulier que pratique l'école du ski français. Tout à fait, c'est l'enjeu prioritaire. Bien sûr qu'on est là pour faire vivre des expériences à nos élèves, que ce soit d'apprentissage ou de hors-piste, mais l'enjeu prioritaire c'est vraiment la sécurité. Il est vraiment indispensable pour nous qu'à l'issue de la semaine, tout le monde rentre chez soi en bonne forme. Alors ici, on est dans un endroit stratégique de la station. Un Oui, endroit c'est vrai. que, évidemment, tu adores.
Oui, c'est vrai que j'aime bien cet endroit. C'est une patinoire à ciel ouvert. C'est quand même assez rare. Tu Il y en vois, a on pas a une beaucoup, vue. c'est vrai. Ouais. On a là aussi une vue, le ciel au-dessus de la tête. Et elle est située en plein cœur de la station de l'Alpe d'Huez, sur l'avenue des Jeux, qui porte ce nom en clin d'œil aux Jeux de Grenoble 1968. Une grosse attraction de la station? Oui, quand même. Ça fait partie aussi de l'imaginaire pour les touristes qui viennent visiter la station. La petite séance de patin, le chocolat chaud dans la foulée. Toi-même, tu pratiques le patin? Oh, on a fait tous un petit peu, mais à l'Alpe, on a une équipe de pros, entre guillemets. Mais on a aussi une équipe d'amateurs. Donc c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve et puis on fait des petits entraînements et des petits matchs. Bon, moi, je suis souvent absente, mais ouais, c'est un sport de glisse aussi. Et de famille. Et de famille, ouais, et de copains. Quand on est gamin à l'Alpe, on vient tous, on fait le touche-touche-loup à la patinoire, par exemple, tu vois. Alors Ophélie, ça c'est un lieu stratégique ici. Il Aussi. se passe beaucoup d'événements. Évidemment, c'est le Palais des Sports. Oui, le Palais des Sports. Alors, on a la chance d'avoir un bel outil. Et puis, c'est vrai qu'il y a des grands sportifs et des grandes équipes qui sont venus ici s'entraîner. Au même titre que les clients de la station qui viennent profiter des infrastructures. Mais je voulais aussi t'amener ici parce que c'est un lieu c'est un lieu culturel aussi pour nous. Il y a un festival de cinéma. Absolument. Il y a un très beau festival, le film d'humour, qui a lieu tous les ans en janvier. Et c'est aussi un endroit où on fait les expositions. Il y a un petit musée, des expos photos. Enfin voilà. C'est un lieu qui est ouvert quasiment à l'année. Donc en intersaison, quand on n'est plus que les 1200 habitants de la station, c'est un endroit où on se croise beaucoup, où on échange, où on fait du sport, mais pas que. Bon, merci de cette visite. Merci Ophélie, à toi de ta cet venue. endroit qui est vraiment très associé à ta vie. On va retrouver François Badjili, qui est le directeur de l'Office du tourisme, qui a beaucoup de choses à Absolument. nous dire Je aussi. te laisse entre de très Merci, bonnes mains, j'en celle de suis sûr. François. Oui, à bientôt. Alors François Badjili, directeur de l'Office du tourisme, ici à l'Alpe d'Huez. C'est une station qui a la réputation, alors vous allez me le confirmer, d'avoir énormément d'événements. Alors, Été comme hiver d'ailleurs, tout le long de l'année. absolument, l'événementiel à l'Alpe d'Huez, ça fait partie de son ADN. Et depuis tout temps, l'Alpe d'Huez a une particularité qu'aucune station ne peut lui prendre. C'est les plus connus pour le vélo et l'été que pour le ski. Alors pour une station de ski, c'est quand même assez extraordinaire. Du Tour de France. À cause du Tour de France ou grâce au Tour de France et aux 21 virages qui mènent entre Bourdoisan et la station de l'Alpe d'Huez. Et effectivement, on fait de très très nombreux événements, aussi bien hiver qu'été. Plus l'été que l'hiver, parce que l'hiver, les gens ils viennent d'abord pour skier. On est une station de ski, c'est quand même l'élément moteur pour venir dans notre domaine skiable, mais le ski n'est plus suffisant. Donc il faut autre chose à côté. C'est-à-dire que la différence... Plus utilisé en termes économiques. Non, en termes d'attractivité et de parcours client. C'est-à-dire que les clients skient en moyenne 4 heures par jour. Ouais. Donc dans une journée de 24 heures, Ouais, même les si on familles dort veulent faire 8 autre ou chose. 10 heures, Ouais. une fois qu'on a posé les skis, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qui fait la différence entre certaines stations. Donc du coup, on a de très grands événements internationaux l'hiver, comme la Coupe du Monde de ski de Ouais, bien boss. sûr. En janvier, le Festival international des films de comédie, qui vraiment est très bien installé sur la station. Et puis depuis quelques années, Film d'humour, beaucoup d'humour, de comédie. Et c'est vrai que dans le cinéma français, la comédie a une grande part. Donc tout le monde de la comédie en janvier est sur l'Alpe d'Huez. Et puis au mois de mars, notre fameux festival Tomorrowland. Voilà. Avec une Dont le clientèle monde qui entier vient, parle, ouais. Les Le monde Brésiliens, entier en les parle, le monde Australiens. entier se retrouve à l'Alpe d'Huez. Il y a beaucoup de magie et la clientèle qui est habituée à Tomorrowland, aussi bien pour le festival d'été que pour celui d'hiver, Tomorrowland Winter, attend toujours des surprises. Donc le directeur du tourisme, il travaille toute l'année. Il travaille toute l'année. Et depuis il n'y a combien de pas temps que moi, il y a même toute mon équipe avec. On est 32 à l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez et on travaille toute l'année et encore plus en intersaison qu'en saison. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que quand on ferme les remontées mécaniques, les gens quand on les croise, ils nous disent ah ben ça y est, les remontées mécaniques sont finies, t'es en vacances. Ah oui, Alors non, c'est là qu'on a ça le plus de commence. travail. Ouais. À l'Alpe d'Huez, ça fait partie des grandes stations européennes et si vous voulez, moi je dis toujours des beaux endroits en montagne, il y en a plein. Moi, j'en connais plein en montagne. Donc, quand on regarde l'arc alpin, des beaux endroits, des beaux paysages, des beaux couchers de soleil, il y en a plein. La différence, c'est l'humain. Et le souvenir qu'on ramène des vacances, c'est pas tant la carte postale du coucher de soleil que les gens qu'on a rencontrés. Et à l'Alpe d'Huez, il y a cette humanité, cette envie de partager entre nous déjà, mais aussi avec les vacanciers qui viennent découvrir notre territoire. Et ça fait notre force. Donc on va retrouver maintenant Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono, Bien que sûr, vous connaissez bien sûr, bien, bien et sûr. qui est l'expert montagne de l'émission.
Nous retrouvons Yves Breton, mémoire argentique et numérique de l'Alpe d'Huez, photographe de père en fils et même de grand-père en fils, moniteur de ski, premier adjoint au maire et surtout enfant de l'Alpe d'Huez. Yves Breton, est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de l'Alpe d'Huez, les années 40-50, à quoi ressemblait la station? Alors, au tout début, c'était l'alpage du village d'Huez. Donc l'endroit où on est ici, l'hôtel de la famille Colomb, était à l'origine à Huez Village. Hein, c'était déjà l'Espérance. Et puis après, les gens sont venus dans l'alpage, non seulement l'été, mais aussi l'hiver, pour pratiquer la promenade, pour pratiquer le début du ski. Et puis le ski s'est démocratisé vraiment après-guerre, puisque ça a été poussé par les militaires pour favoriser leurs déplacements. Et là, ça a lancé un ski un peu plus ludique et un peu plus loisir. Nous sommes donc en présence d'une collection d'images de la famille Breton et du Dauphiné libéré. On le voit là, le signal, il y avait juste un téléski. Oui, tout à fait, juste un téléski qui d'ailleurs n'était pas tout à fait sur le signal, mais sur la Grande Sûre. Et la Grande Sûre maintenant qui est couverte d'arbres. Hein. Et donc c'était le premier remonte-pente de cet endroit-là. Il y en avait d'autres qui ont été faits auparavant, depuis Huez Village et puis au Lac Blanc, puisque le premier téléski a été fait sur le Lac Blanc. Entre ces années 40-50 et maintenant, quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de la station? Il y en a eu beaucoup. Ça a été, avec le développement du ski dans les années 60-70, une urbanisation qui n'a pas été forcément très harmonieuse et très jolie, mais une vraie démocratisation du ski après les Jeux de 68. Le plan neige. Le plan neige, voilà, tout à fait. Et là, une extension de la station vers l'altitude, puisqu'on montait déjà à 2007 et même à 3003, la piste de Sarenne, la piste du tunnel, et un domaine qui est devenu de plus en plus grand et de plus en plus fréquenté par les skieurs. L'Alpe d'Huez, c'est aussi une terre de champions, avec le premier d'entre eux, Désiré Lacroix. Oui, Désiré Lacroix, qui a été un grand champion français, mais aussi un grand entraîneur, hein, qui a formé Fabienne Serra, championne du monde de ski alpin en 1974. Et puis ensuite, la suite de l'histoire avec Isabelle Blanc en snowboard, avec Ophélie David en ski cross, qui a gagné de nombreux titres et de nombreux globes de cristal et des Coupes du Monde, et puis Gauthier de Tesser, vice-champion du monde de ski alpin. Et on oublie Laure Péquenot. Et Laure Péquenot, bien sûr, vice-championne olympique. Nous avons évoqué l'histoire avec Yves Breton, nous allons parler du futur avec Jean-Yves Noiret, maire de l'Alpe d'Huez. Jean-Yves Noiret, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les projets d'avenir de la station? Nous avons fait évoluer la station progressivement vers beaucoup de qualité, d'esthétique, avec un besoin d'organiser nos hôtels, nos accueils dits touristiques, et puis toute la partie parking et autres, autour du domaine skiable, qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et on a encore quelques projets importants à faire, notamment en termes d'énergie sur la piscine, la patinoire, et puis un projet que l'on entend aussi d'un certain nombre de lits chauds, 2500 lits, vers la place des Bergers. La station est montée en gamme? On a maintenant, avec cet hôtel, 3 hôtels, on va dire 5 étoiles, et puis une résidence de tourisme qui vient d'ouvrir, 5 étoiles aussi. Progressivement, nous allons vers plutôt une gamme supérieure, sans laisser tomber forcément toute la clientèle que nous avons, qui vient nous voir régulièrement, avec beaucoup de personnes à la journée, et un gros travail sur les transports valléens depuis Bourdoisan notamment. Parlez-nous de la diversité de l'offre touristique. Alors nous évoluons bien sûr en hiver, pour une partie d'hiver importante pour nous encore, mais nous commençons à travailler sur l'été depuis déjà pas mal d'années, avec beaucoup d'événements, et puis une volonté d'accueillir, d'ouvrir et d'accueillir une clientèle sur l'année, même si c'est vrai que on est plutôt sur 10 mois que sur 12, mais une volonté de travailler beaucoup sur l'été. Jean-Yves Noiret, merci. Encore de beaux projets à venir découvrir à l'Alpe d'Huez. Patricia Grelot, nous sommes chez vous. Nous sommes à l'hôtel Les Grandes Rousses. Tout à fait. À cause du massif
des Grandes Rousses. Complètement, complètement. L'hôtel est positionné sur le massif des Grandes Rousses, d'où ce nom éponyme. Et le massif des Grandes Rousses lui-même doit son nom à la flamboyance des couchers de soleil, spécialement l'été. Le massif des Grandes Rousses contient de la dolomie, qui est un minerai qui donne cette couleur absolument flamboyante, cuivrée, rougeoyante, qui est extraordinaire et très unique dans la Et il région. existe les petites rousses aussi. Il existe les petites rousses qui jouxtent les grandes rousses, et d'où le pluriel du nom, les grandes rousses, les petites rousses. Alors, vous avez voulu cet hôtel, vous l'avez repensé. C'est un hôtel, je crois, familial, mais vous l'avez voulu complètement le repenser, le refaire. Combien y a-t-il de chambres? À combien peut-on venir dans cet hôtel? Alors, aujourd'hui, nous avons 106 chambres et nous pouvons accueillir jusqu'à 250 personnes. En particulier pour des mariages, pour des séminaires. On peut faire des événements de très belle qualité. Comment a été pensé le design très particulier de cet hôtel? On voit que chaque détail a été vraiment très bien pensé par vous. Par moi, avec l'aide bien évidemment d'une décoratrice d'intérieur. Mais j'ai eu la chance de trouver Céline Moscheni qui a réussi à magnifier mes idées. Et on a travaillé de manière extraordinaire. Je lui communiquais mes envies, mes désirs, le type de matière, de rendu que je voulais. Et elle arrivait à traduire ça en allant au-delà de ce que j'avais moi-même pu imaginer. Donc ça a été une collaboration vraiment formidable. Alors pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, on est au centre de la station, hein, véritablement. On est vraiment à la clé de voûte de l'ensemble du dispositif qu'on appelle l'Alpe d'Huez. Complètement. Nous avons la chance d'être à la fois au centre du village, à 100 mètres de la piscine, de la patinoire, de la principale rue commerçante, mais nous avons aussi la chance d'être ski au pied. Et c'est un emplacement absolument unique parce que vous reveniez avec vos skis dans l'hôtel, vous chaussez vos skis pour quitter l'hôtel, mais en même temps, vous chaussez vos bottes et vous allez faire vos courses sans prendre de voiture. Alors quand vous parliez d'affaires familiales, il y a un véritable historique familial dans cet hôtel. Oui, le premier établissement a été créé par mon arrière-grand-père, Joseph, en 1902. Et il s'agissait d'un café qui s'appelait le Café de l'Espérance Colomb. En 1902, Joseph, qui sortait de l'assistance publique, est arrivé, ou plutôt dans les années 1900, est arrivé à Huez avec ses chèvres. Et il faisait du fromage. Et sortant de l'assistance publique, il savait lire et écrire. Et les villageois venaient très souvent le consulter pour lui faire lire un courrier, écrire une missive. Et visionnaire, il s'est dit qu'il allait profiter de son savoir pour aussi vendre un verre de vin aux personnes qui venaient le consulter. Et il a ouvert son café, le Café de l'Espérance Colomb, en 1902. Son café s'est transformé en un gîte qui a accueilli les premiers touristes l'été dans le village d'Huez, qui est l'ancien village de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez étant à l'époque les alpages du village d'Huez où l'on montait les bêtes l'été. Et puis l'essor venant, il a créé un hôtel d'une trentaine de chambres avec son fils Clotaire. À l'époque, son autre fils, Léandre, avait la compagnie des cars, qui faisait le voyage entre Bourdoisan et Huez. Son troisième fils louait les équipements de ski. Donc le village d'Huez était un petit peu, comment dire, clusterisé, non, on ne dit pas ça en français, par la famille Colomb. Oui, très occupé par eux. Voilà, très occupé par la famille Colomb. Et mon grand-père a exploité l'hôtel d'Huez et a fait construire en 1954 l'hôtel de l'Alpe d'Huez avec mon père qui à l'époque avait 18 ans. Mes parents ont exploité donc l'hôtel Les Grandes Rousses jusqu'en 2004. Que vous connaissez donc depuis toute petite. Où je suis née, où j'ai grandi, j'ai couru dans les couloirs. Et aujourd'hui, j'ai des amis d'enfance de l'époque qui viennent séjourner ici avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Et donc c'est extraordinaire parce que je vois les petits-enfants des gamins avec qui je jouais qui à leur tour courent dans les couloirs. Donc la boucle est bouclée et c'est formidable. Familiale. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Patricia, c'est la fin d'Esprit Montagne. Vous retrouvez cette émission évidemment sur Télé Grenoble. On espère que vous avez pu découvrir cette station qui n'est pas qu'une station, hein, on l'a bien compris. C'est un esprit de village qui est habité et c'est ça qui compte le plus. Voilà, à très bientôt sur les antennes de Télé Grenoble en tout cas. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.